Vous écoutez Les Assassins sont parmi nous, un podcast issu des archives d'Europe 1. Ils sont comme vous, comme moi. Ils paient leurs impôts, s'effacent devant les dames, aident les aveugles à traverser la rue, jouent avec les petits-enfants. Et puis un jour, ils tuent. Les assassins sont parmi nous. Le 6 juin 1937 en Allemagne, deux événements ont lieu tout à fait insignifiants qui constituent cependant le point de départ de cette histoire. Une naissance et une mort. La naissance d'abord. Il s'agit d'Hermine Ruzicka, qui voit le jour à Bassum, dans les environs de Brême. Ses parents, honorables petits bourgeois, demeurent devant une usine qui produit des objets émaillés. Usine dont il sera question 35 ans plus tard, car la fin de cette incroyable aventure est presque contemporaine. La mort maintenant. À 1000 kilomètres de là, celle de Victoria Kindlenger. Beauté plantureuse à la fortune non moins plantureuse, trouvée par une petite bonne affolée étendue sur le tapis de sa chambre, baignant dans une mare de sang. 3 balles de revolver tirées à bout portant. La police a tôt fait d'arrêter l'assassin. Celui-ci n'est autre que son époux, Matthias Kindlenger, 25 ans. Matthias, visage rond, un peu lunaire, corps massif, l'œil vif, jovial et la plaisanterie facile, ferait irrésistiblement penser, si l'on en croit les photos de l'époque, à un Pierre Doris avec un nez un peu plus long et légèrement crochu. À part cette ressemblance physique, je suppose que la similitude s'arrête là, car si dans ses plaisanteries, Pierre Doris aime martyriser les femmes, à notre connaissance, il n'est jamais passé à l'acte, comme va le faire si souvent l'abominable Matthias Kindlenger. Abominable barbe bleue, qui nous prouve à son tour que les assassins sont parmi nous. Donc, en juin 1937, la police allemande arrête le dénommé Matthias Kindlenger, accusé d'avoir tué sa femme de 3 coups de revolver. Pourquoi l'a-t-il tué? Sans doute devait-il avoir intérêt à le faire. De toute façon, il nie son crime, ce qui ne l'empêche pas d'être condamné à 12 ans de réclusion et finalement gracié à la fin de la guerre, soit en 1946. À cette époque, Hermine Ruzicka, née le jour où notre barbe bleue commettait son premier crime à 1000 kilomètres de là, est une jolie petite fille de 9 ans, blonde, avec les yeux bleus. Elle a déjà un visage attirant, le regard envoûtant et des attitudes pleines de tendresse. Revenons à Matthias Kindlenger. Celui-ci, reprenant sa liberté, ne perd pas une seconde. Le voici vivant comme un coq en pâte dans la ville de Linz, auprès de Maria Leischeider, un amour de jeunesse. Maria, il faut le reconnaître, possède 2 éléments de séduction, un corps important et sculptural et un charmant petit compte en banque. Oh, ce n'est pas le pactole, mais de quoi vivoter sans se casser la tête. Ce que fait Matthias, si l'on en croit une photo où nous le voyons, ressemblant de plus en plus à Pierre Doris, affalé dans un rocking chair sous un parasol dans le jardin de la belle Maria. Et puis patatras, un beau matin, le toubib la décroche de la porte de sa villa où elle était pendue. Que s'est-il passé? Il faut croire que Matthias avait quelque intérêt à cette mort puisque la mère de la victime l'accuse d'être l'assassin. Le barbe bleue proteste de son innocence. Ce n'est pas parce qu'il a été condamné pour un crime dont il s'est toujours défendu d'être l'auteur qu'il faut lui attribuer toutes les morts qui surviennent dans son entourage. Apprenant que Matthias voulait la quitter, Maria était très déprimée et elle s'est suicidée. Il le regrette, mais il n'en est pas responsable. La police criminelle, étudiant sans doute un peu rapidement les détails de cette pendaison, retient en effet la thèse du suicide. 18 mois plus tard, Hermine Ruzicka, 10 ans et demi, élevée dans la religion catholique, fait sa communion privée. Ses éducateurs s'accordent à voir en elle une enfant franche, directe, gaie, dévouée à ses amis, ce qui, s'ajoutant aux qualités que nous lui avons déjà reconnues, en fait une petite perle. Dans le même temps, Anna Fleischer, commerçante aux jolis bas de laine et aux beaux yeux noirs, est retrouvée suicidée par pendaison dans un petit bois des environs de Mingen, région de Stuttgart où elle demeure.
La police criminelle convoque une fois de plus Matthias Kindlinger. Imaginez le rondouillard et facétieux assis face au policier circonspect. Monsieur Kindlinger, vous connaissiez Anna Fleischer? Oui, un peu beaucoup, puisque vous avez été son amant. Son amant, c'est beaucoup dire, tout de même. Nous avons retrouvé votre nom et le sien sur 78 fiches d'hôtel où vous êtes descendus ensemble les mêmes jours aux mêmes heures, ce qui laisse supposer que vous avez été 78 fois son amant au moins, car nous n'avons pas enquêté dans tous les hôtels d'Allemagne. 78 fois en 18 mois, ça fait 4 fois par mois, et comme par hasard toujours le dimanche, jour où la malheureuse fermait sa boutique. Et alors, s'écrie Matthias, toujours aussi jovial, il n'est pas défendu d'être l'amant d'une femme célibataire. Peut-être, mais on l'a retrouvé pendu. Cela fait déjà 3 morts, dont 2 pendaisons parmi les femmes qui vous touchent de près. Enfin, que voulez-vous? Je ne suis ni un Apollon ni un génie de la séduction, mais lorsque je leur annonce que je vais les quitter, elles se suicident. Et de fait, la police s'avère incapable de prouver la culpabilité de Matthias Kindlinger. Elle parvient seulement à démontrer qu'avant la mort d'Anna Fleischer, le suspect a procédé à différents détournements d'argent, ce qui permet tout de même de le condamner à 4 années de prison. En 1952, Hermine Rosica, 15 ans, et ses études terminées, entre comme apprentie dans une maison de couture de Bassoum. Elle est désormais une ravissante fille traînant derrière elle une armée de soupirants. Devant la maison de ses parents où elle demeure, une escouade d'ouvriers sur des échafaudages retape la façade de la fabrique d'objets émaillés qui, sous la direction d'une veuve énergique, prospère. Cette année-là, Matthias Kindlinger sort de prison. Tout de suite, très actif, après parution d'une annonce en vue de mariage, il épouse Frédéric Rodler. Ce qui paraît à peine croyable, c'est que 11 années vont s'écouler sans nuage. Cette fois, Frédéric Rodler n'est pas une beauté. Toujours rondouillard, lunaire et jovial avec le temps, notre barbe bleue moins exigeant semble avoir comme priorité la fortune. 11 années d'aisance, tandis que les destins de Matthias et d'Hermine Rosica se rapprochent. Un détail en effet, Frédéric Rodler, à qui son père a fait donation de sa fortune, vit à Bassoum. Mais finalement, après ce bonheur de 11 ans, Matthias se retrouve veuf. Alors cette fois, difficile de lui attribuer le décès de sa femme, celle-ci étant morte d'une tumeur au cerveau. Mais rassurez-vous, notre barbe bleue ne reste pas inactif. Après le décès de Frédéric, le père de celle-ci, 82 ans, voit d'un mauvais œil sa fortune tomber entre les mains de son gendre. Parti un matin pour un rendez-vous important, on ne le reverra plus jamais. Comme il n'avait révélé à personne ni le lieu ni l'objet de ce rendez-vous, l'enquête fait fiasco. Pourtant, on sort un jour que le vieil homme avait demandé une enquête secrète sur le passé de son gendre. Hermine Rosica est maintenant couturière. À 28 ans, jolie comme elle est, les soupirants ne manquent pas. Elle choisit, Dieu seul sait pourquoi, un saltimbanque. Eh oui, elle tombe amoureuse d'un garçon au demeurant charmant, manipulateur ou si vous préférez, prestidigitateur, qui se produit à travers l'Allemagne. Souvent absent de ce fait, il laisse à Hermine beaucoup de temps libre qu'elle occupe de 1000 façons, notamment en observant ceux qui l'entourent, et plus particulièrement la maison d'en face, la fabrique d'objets émaillés. Fonctionnaire d'État en retraite, bonne santé, caractère enjoué, cherche compagne pour ses vieux jours. Telle est en résumé l'annonce que publie Matthias Kindlinger en 1963. Parmi les réponses, il choisit celle de Marguerite Verun, veuve, directrice et propriétaire de la fabrique d'objets émaillés. Cette fois encore, Matthias, mettant une sourdine à ses pulsions, privilégie la fortune. Marguerite est grande, forte, un visage carré, une mâchoire large et lourde, un regard autoritaire qui en imposerait au général Bijard. Mais l'usine marche bien et lui rapporte des sous, beaucoup de sous. Après 2 ans de fiançailles, durant lesquels Matthias file doux comme un mouton, c'est le mariage. Maintenant qu'il a passé la soixantaine, barbe bleue, va-t-il mettre un trait final à sa vie mouvementée et se contenter de croquer la fortune accumulée? Non!
car il rencontre Hermine Rosica pour laquelle il éprouve un véritable coup de foudre. Il sait bien que celui-ci ne saurait être partagé, que pour obtenir ce qu'il souhaite, il lui faut user de ruse. Peut-être que s'il parvenait à la voir souvent, hein? Qui sait? Après des conversations de plus en plus intimes, des dîners copieusement arrosés, une petite fête au champagne, il parvient à faire admettre à madame la directrice qu'Hermine, voisine agréable, doit devenir tout naturellement une habituée de la maison. Mais vu son âge, son physique, vu l'âge, le physique et les vertus d'Hermine Rosica, il s'agit d'un travail de très longue haleine, tellement long que 2 ans plus tard, il ne s'est encore rien passé. Mais la jeune femme est-elle dupe? Non, bien sûr. Alors pourquoi accepte-t-elle cette fréquentation douteuse? Eh bien, elle est fascinée par Matthias Kindelinger. Elle l'observe avec une énorme curiosité, car seule à Bassoum, elle a découvert son secret, et d'une façon à la fois simple et extraordinaire. Lors d'un de ses anniversaires, son prestidigitateur de mari lui a offert un cadeau empaqueté dans un journal, et pas n'importe lequel. Coutume charmante que je vous recommande d'ailleurs, il s'est amusé à rechercher un journal ayant paru le jour de la naissance d'Hermine, soit le 6 juin 1937. Or, de quoi parle-t-on dans un journal allemand paru le 6 juin 1937 ? Des événements politiques d'abord, des Sudètes, de la Tchécoslovaquie, une prochaine rencontre entre Hitler et Mussolini, mais aussi d'un fait divers sans grande importance, la mort de Victoria Kindelinger. Et sur la 5e page, s'étale le visage rond, lunaire et jovial du mari que l'on soupçonne. Oh, bien sûr, il a des cheveux en plus et des rides en moins. Mais malgré la mauvaise qualité de la reproduction et la vieillesse du papier, Matthias est parfaitement reconnaissable. Mars 1969. Hermine Rosica, sortant sa coccinelle du garage, voit avec étonnement 2 cars de police et une ambulance devant l'entrée des appartements privés de Marguerite et Matthias Kindelinger qui jouxtent l'usine. Elle s'arrête un instant le long du trottoir, le temps de demander à l'un des policiers « Qu'est-ce qui se passe ?» « Un drame », répond le policier en hochant la tête. « Monsieur Kindelinger et sa femme ont été agressés. Elle est morte. » Et lui ? Lui, ça va. Il est simplement un peu sonné. Il a été assommé et ligoté. Ligoté ? Oh oui, comme un saucisson. Les assassins sont parmi nous. Un podcast Europe 1. La scène qui va se dérouler dans le bureau du commissaire de la police de Bassoum en Allemagne, un après-midi de mars 1969, est l'une des plus étonnantes qu'il nous ait été donné de raconter dans cette émission. 4 personnages. Le commissaire de Bassoum, brave moustachu sorti d'un roman policier écrit avant la guerre de 14, un inspecteur, genre technocrate, précis, pointu, dépêché tout exprès de Brême, Hermine Rosica, couturière au profil angélique, et son mari, prestidigitateur manipulateur, sorte de Majax, un peu étonné d'être là. Quant aux accessoires, ils sont 2, un journal entre les mains d'Hermine, une cordelette sur les genoux de Majax. « Qu'est-ce que vous avez à nous dire ?» demande le commissaire moustachu. « Je voulais vous montrer cela » répond Hermine en posant sur le bureau un journal vieux de 32 ans. Le commissaire jette un coup d'œil sur la 5e page, où s'étale la photo du visage rondouillard, lunaire et jovial du dénommé Matthias Kindelinger, alors soupçonné du meurtre de sa première femme. Le commissaire tend le journal au policier technocrate dépêché de Brême, qui reste sans réaction. « Oui, nous savons, » répond le commissaire. « Pour ce crime, il a fait 9 années de prison. » Puis il observe ses visiteurs. « Je vois que vous ignorez la suite, » ajoute-t-il en soupirant. « La suite, c'est qu'il a été marié 4 autres fois, que toutes ces femmes sont mortes, 2 par pendaison, une d'une tumeur au cerveau, mais on le soupçonne d'avoir en passant tué son beau-père, et la dernière, étouffée par un bâillon et ficelée dans son lit. Mais vous êtes au courant de ce dernier drame. C'est pour cela que nous sommes là, monsieur le commissaire. Madame Kindelinger était une amie. Alors vous savez donc que le frère de Madame Kindelinger séjournait chez eux,
En effet, Marguerite lui avait déclaré qu'elle voulait discuter avec lui et son mari d'une affaire urgente. Le soir venu, ayant regardé le match de football à la télévision, cette discussion a été remise au petit déjeuner. Alors ils sont allés se coucher vers 11 heures du soir. Vers 8 heures du matin, le frère s'est inquiété de ne pas les voir et il s'est permis d'aller jusqu'à leur chambre où il les a trouvés ficelés dans leur lit. Hélas, le bâillon de Marguerite, trop serré, l'avait étouffé. Il a été impossible de la réanimer. Une échelle posée contre le mur, une vitre découpée au diamant pour ouvrir la fenêtre de l'extérieur, un petit coffre-fort ouvert au chalumeau, et surtout, la façon dont était ficelé Matthias Kindlinger le disculpe complètement. Il y a un nouveau silence. Le policier technocrate, dépêché de Brême, serre les dents. « Je comprends ce que vous ressentez, dit-il enfin, et croyez-moi, cette affaire nous rend enragés. D'un côté, il n'est pas possible d'admettre que toutes ces femmes sont mortes sans que Matthias Kindlinger n'y soit pour rien. Cela choque le sens commun. Mais une fois de plus, nous n'avons pas de preuves. Or, on ne peut pas accuser un homme à cause de son passé. Imaginez même qu'il ait commis les autres crimes et qu'il soit innocent de celui-là. On ne pourrait pas l'en accuser. » C'est alors qu'Hermine Rosica, jusque-là abasourdi, se décide. « Monsieur le commissaire, je voudrais quand même dire deux choses. D'abord, je crois savoir de quoi voulait discuter Marguerite Kindlinger. Elle me l'avait dit. »« Ah bon? Et cela a un rapport avec sa mort? » »« Oui. » Je m'étais prise d'affection pour elle. Oh, je voyais bien que son mari n'en voulait qu'à son argent, qu'il l'a trompée, qu'elle le savait et en souffrait. Il y a 3 jours, je lui ai montré ce journal. Elle est restée stupéfaite. Puis elle m'a dit « Merci, ma petite, je vais faire venir mon frère, il va m'aider à prendre une décision. » Les 2 policiers échangent un regard. « Ça, c'est intéressant. Vous nous fournissez le mobile, » dit le jeune technocrate. « Seulement, cela ne nous explique pas comment un homme ficelé comme un saucisson peut étouffer sa femme, » remarque le vieux moustachu. « Mon mari, murmure évangélique et timide Hermine Rosica, est prestidigitateur. Si vous le voulez, il va effectuer devant vous le numéro qu'il a réalisé toute l'année dernière au Music Hall. » Et voilà notre Majax, qui s'allonge sur le sol du bureau pour entourer ses jambes avec sa cordelette. Au bout de 5 minutes, après une série de nœuds et de contorsions qu'il est évidemment impossible de décrire à la radio, le voilà ficelé comme un saucisson. Après quelques secondes de stupeur, le policier technocrate, dépêché de Brême, lui demande « Et Kindlinger connaissait votre numéro ?»« Oui. Il avait tellement insisté que j'avais fini par lui dévoiler le truc. » Oh, bien sûr, ce détail ne constitue pas une preuve. Mais ajouté au passé de ce barbe bleue, il suffira de l'envoyer en prison pour le restant de ses jours. Vous venez d'écouter Les Assassins sont parmi nous, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus.